Bonsoir, bienvenue à tous à ce plateau spécial aménagé pour la présentation du troisième livre de Dr Bangali Camara intitulé « De la radio banane à la voix de la révolution, l'expérience radiophonique en Guinée ». 132 pages d'histoire sur les premiers pas d'un média fascinant qui est la radio et qui a connu son âge d'or, plutôt des moments de gloire dans des périodes troubles, certains diront sombres, du passé de la République. Pour des curieux et des hommes de médias, l'ouvrage fait découvrir ce que le doyen Ansoumane Bangoura, ici présent sur cette table, appelle des figures titulaires du journalisme audiovisuel en Afrique francophone. Le talent, la conviction et le patriotisme des grands maîtres de la plume sont dévoilés à travers des écrits engagés. C'est ce livre à voir forcément dans nos rayons que Dr Bangali Camara a produit et dans le cadre notamment de Conakry, capitale mondiale du livre. Monsieur Dr Pluto Bangali Camara est à la tête de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Il était à l'origine mathématicien, physicien, puis il est devenu journaliste appliqué et il s'est appliqué justement les instruments de ses premières amours, c'est-à-dire mathématiques et physique, pour élaborer ce document donc dans la rigueur scientifique. Une démarche rigoureuse à M. Mohamed Kondé, que nous avons connu et qui est là, qui est en ce moment secrétaire général au niveau du ministère de la Communication. M. Modisori Bari, merci d'avoir accepté de venir ici pour la présentation de ce livre. De la radio banane à la voix de la révolution, l'auteur a préféré garder quelques témoignages de grandeur en nous rappelant des prises d'opposition faites dans le feu de l'action. Donc c'est le cas de doyen, vous allez le découvrir, doyen Ansoumane Bangoura et Modisori Bari. Merci donc à tous d'avoir accepté de prendre son temps et de venir ici. Une fois encore, je rappelle que le public est vraiment cosmopolite. Nous avons des journalistes, nous avons des étudiants en communication, nous avons d'autres, les familles qui sont là, merci à tous. Malheureux. Nous avons aussi l'éditeur qui est dans le public et des enseignants au niveau de l'Institut supérieur de l'information et de la communication en Guinée. Pour le dérouler, tout à l'heure, nous allons avoir la présentation brève de l'ouvrage. Ensuite, nous aurons quelques témoignages avant de passer à des comptes rendus, peut-être des questions venant du public. Docteur Bangali, une première question en 3 temps pour vous permettre d'introduire et de présenter brièvement l'œuvre. Pourquoi d'abord le choix de ce cadre-là pour la présentation de l'ouvrage et aussi qu'est-ce qui a inspiré votre démarche et après, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup Abakar. Le choix de ce cadre, je pense que ça m'a été dicté par le contenu de l'ouvrage que j'ai eu à rédiger et qui parle de l'histoire de la radio en Guinée, surtout la radio banane, la voix de la révolution. Ça aurait peut-être dû être à Bolobiné, mais comme la RTG Coloma est aujourd'hui la station mère, j'ai donc préféré que le débat se tienne ici, qu'on restitue l'histoire dans le temple de la radio Guinée. Et c'est pourquoi j'ai demandé à doyen Kondé, qui est mon préfacier, j'ai dit je souhaiterais que cela se fasse au niveau de la RTG et pour que, avec les témoins vivants de cette période, qu'on puisse vraiment essayer d'épiloguer un peu sur le contenu de cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'il y a ma motivation est toute simple. Vous savez, je suis de nature curieux et donc je me ressource souvent. Mais souvent, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce travail? À chaque fois que je posais la question aux gens sur la radio banane, on me disait c'est une radio qui diffusait des informations sur le mouvement des navires bananiers. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'était le seul rôle qu'elle a pu jouer?
Et surtout que quand vous prenez l'histoire des radios en Afrique, vous verrez que la radio a été créée, Radio Guinée, depuis 1950, dans le cadre des radios locales qui avaient été créées par la métropole. Et je ne voyais pas beaucoup d'informations sur la radio banane. C'est à partir de là, je me suis dit... Cette première information qui n'est pas fausse. Oui, c'était une bonne information, mais je la trouvais très simpliste. Et il n'y avait pas, deuxième raison, c'est qu'il n'y avait aucun écrit sur la radio banane. J'ai fouillé, j'ai pu retrouver quelques extraits de réflexions de Paul Théa et puis d'autres, Émile Tompapa, et puis certains journalistes aussi qui se sont aventurés. Assatou Bella Diallo qui avait fait un travail, je crois, au compte d'une émission. Et donc, je ne trouvais pas de l'intérêt de me limiter à ce niveau. Vous n'étiez pas convaincu? Je n'étais pas convaincu. J'ai dit qu'il fallait donc aller chercher l'information et essayer de retracer cette histoire. Et la démarche donc a consisté à aller voir les témoins qui ont vécu cette belle époque, notamment, et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de les remercier, et surtout que l'une des premières démarches que j'ai eu à effectuer, je suis allé voir le feu doyen Nabihula, qui à l'époque était vivant. Donc je suis allé le voir à la maison, je lui ai dit, papa, je souhaiterais travailler sur la radio banane. Il m'a dit, c'est excellent, c'est une bonne idée, cette histoire de la Guinée n'est pas connue, donc tu peux travailler. Il m'a sorti le livre de Roland Pré, le premier gouverneur de la Guinée. Il me l'a donné pour me dire d'aller lire et de venir le lendemain le rencontrer. Alors c'est ce que j'ai fait, je suis venu, il s'est prêté à mes questions et c'est pourquoi vous regarderez dans ce document, la première partie c'est la contextualisation de la création de la radio banane avec l'essor économique de la Guinée, avec la production de la culture des agrumes, notamment la banane, et la constitution des coopératives des planteurs en Guinée. Donc c'est lui qui m'a donné les informations sur tous ces aspects. La deuxième personnalité que j'ai vue, qui n'est malheureusement pas de ce monde, c'est Elhadji Mongo Diallo, qui a aussi été, le ministre de la Communication, le ministre de l'Information. Et je voudrais vraiment remercier les différentes familles. Et Mongo, quand je suis allé le voir, il était malade. Il avait parfois des échappées de mémoire. Mais lorsque je lui ai parlé du projet, il m'a dit, petit, tu peux foncer. Il dit, ça, c'est bien. Il dit, ce sera pour une fois qu'on va écrire l'histoire de cette radio. Et j'ai donc passé des moments, et je remercie sa femme et ses enfants, parce que j'avoue que ce n'était pas facile, parce qu'il avait des pertes de mémoire. Parfois, on commençait les entretiens, au bout de 5 minutes, il a déjà échappé de mémoire. Alors, mais lui-même, il tenait à me restituer ce pan de l'histoire. Et la maman me disait, il me faisait signe, et je lui disais, bon, monsieur le ministre, je vais rentrer, je reviens le lendemain. Et sa fille Raki se chargeait d'organiser les différents contacts. C'est pourquoi je voudrais vraiment dédier ce travail à eux, parce que sans eux, peut-être que je ne pourrais pas... D'accord, votre curiosité vous a conduit vraiment à découvrir ces personnalités qui vous ont livré des témoignages que vous avez relatés ici. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, dans ce document, nous avons quand même une histoire des médias qui a fait son temps et qui a joué un rôle majeur, aussi bien en tant que média de service utilitaire sous la métropole, parce que c'était ça sa vocation, mais également en tant qu'instrument de propagande politique et révolutionnaire lorsque nous avons eu notre indépendance, et puis la période de la Révolution, qui est aussi une période qu'il ne faut pas occulter, et où il y avait vraiment... et c'est là d'ailleurs qui m'a... Parce qu'au demeurant, au prime abord, je ne voulais pas traiter la voie de la Révolution. Mais dans mes recherches et dans la progression de mes trouvailles, je me suis dit, mais tiens, cette radio, au-delà de son rôle de média qui servait à diffuser les informations sur le mouvement des navires bananiers,
Elle a joué un rôle pour l'éveil de conscience collective pour l'indépendance nationale et elle a joué un rôle pour la consolidation des acquis de l'indépendance nationale et elle a joué un rôle pour, si vous voulez, l'épanouissement de l'Afrique tout entière. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais voir cette période aussi de la Révolution, pour voir comment est-ce que cette voix de la Révolution, qui était une radio panafricaniste, qui était une radio qui militait pour la liberté du peuple africain, la liberté de tous les pays qui étaient encore sous le joug colonial. Alors je me suis dit, et cette période est intéressante, et c'est pourquoi je l'ai introduit, et jusqu'à ce que j'ai découvert franchement des éditoriaux de la Voix de la Révolution. Et ça aussi, je remercie les archives de la radio de Bolobinet. Et donc, ils m'ont enregistré des éditoriaux que j'ai décryptés. Et j'ai voulu comprendre, surtout que j'ai voulu comprendre l'engagement de ces journalistes qui étaient inspirés, qui étaient engagés, qui étaient des va-t-en-guerre, qui veillaient au grain et qui essayaient d'observer le moindre incartade sur la marche de la Révolution pour sévir et dans des éditoriaux vraiment fouillés, inspirés. Alors je me suis dit, ce serait intéressant de travailler sur ça. Alors c'est pourquoi en le faisant, tu les as fait découvrir. Je les ai fait découvrir et je me suis dit, vraiment c'était des gens fabuleux. C'était des gens fabuleux. Parce qu'à la différence, ils étaient dans un cadre, parce qu'il y avait une charte de l'information, ils étaient dans un cadre et ils s'inspiraient de ce cadre-là et ils défendaient l'intérêt de la Guinée. Ils étaient admirés à travers le continent. Monsieur Condé, vous avez accepté de préfacer cet écrit. Souvent, vous n'aimez pas être placé sous les lumières, mais cette fois-ci, pourquoi vous avez accepté vraiment d'accompagner, vous êtes précipité d'ailleurs de signer la préface? Bon, c'est avec plaisir que j'ai accepté de rédiger la préface de cet ouvrage. Des raisons diverses justifient l'intérêt que je porte à ce travail scientifique. Tout d'abord, le thème, qui porte sur une étape de l'évolution de la radiodiffusion en Guinée. En second point, la démarche adaptée pour relater cette histoire. Et pour finir, l'impact que cet ouvrage pourrait avoir sur l'évolution de la pensée historique des jeunes générations de notre pays. Le thème choisi est l'évolution de la radiodiffusion, de la radio banane à la Voix de la Révolution. Cette période est l'une des plus expressives de l'histoire de ce média en Guinée. En effet, la radiodiffusion a été introduite par l'administration coloniale française dans les colonies au début des années 40. Elle le sera en Guinée à partir de 1952. Il faut rappeler que c'est en 1930 que le Conseil de ministres à Paris a décidé d'installer des émetteurs en ondes courtes au service d'une station d'État et de diffuser des programmes à l'intention des colonies. C'est à la faveur de cette décision que le projet de création d'une station sur le financement du fonds d'investissement pour le développement économique et social FIDES a été lancé en Guinée. Cette structure avait été créée en 1946 pour promouvoir, j'insiste, pour promouvoir le développement des colonies. L'initiative n'est pas fortuite ou isolée. Elle s'inscrit dans le programme d'ensemble de l'éveil politique et économique de la Guinée coloniale dans l'après-guerre. Et avec la construction des routes, des ports, notamment le port de Benti, le port à eau profonde de Conakry, et le développement de ces usines, notamment Fria, et les installations industrielles et minières de Kassa, le développement de la riziculture et des produits d'exportation. Il fallait maintenant une radio. Il fallait une radio. Je vais insister dessus. Cette période est aussi et surtout marquée par l'éveil politique. Les débats de la lutte politique, la création des partis politiques et des syndicats. Les revendications politiques se multiplient sous la houlette des syndicats. Le Parti démocratique de Guinée
organise des grèves, des séances de désobéissance civile. Oui, mais au début, on ne verra pas ça, tout ça là sur la radio. C'était une radio encore qui était très important, ce que je te dis. Les grèves et les revendications politiques seront un cadre qui vont inciter la création de la radio. Okay. La radio aura donc une des missions essentielles, c'était de contenir les revendications politiques et de soutenir le développement politique, économique. Okay. Donc, je tiens à dire ceci, et c'est l'une des raisons fondamentales qui m'a amené à me dire, mais il faut faire une préface pour la génération montante sur ces générations. Donc il y avait un intérêt scientifique certain. Scientifique certain. Et c'est ce qui me fait dire que c'est le lieu de saluer et d'exprimer les reconnaissances des jeunes à ces générations montantes, à ces générations-là, qui ont donné leur vie, parfois, qui ont lutté pour que cette radio survive, et pour que vous ayez la RTG aujourd'hui. Il a fallu ces gens-là. Nous avons encore vraiment ceux devant qui aujourd'hui on doit vraiment tresser des couronnes et des couronnes parce qu'ils ont fait les plus grands moments, hein, l'âge d'or, l'épopée de cette radio, parce que quand vous parcourez encore la sous-région, on vous parle de grands noms de la radio, des personnes que nous-mêmes nous n'avons pas connues, mais encore leur nom retentit, et c'est avec Bangali, là on peut vraiment voir ce qui a fait leur grandeur. Modisori, Bari, vous avez été éditorialiste à la Voix de la Révolution. Doyen Ansoumane Bangoura, vous avez été éditorialiste à la Voix de la Révolution. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre, après vous, qui vous fait revivre, hein, qui vous remet, qui vous fait renaître, redécouvrir par les jeunes. D'abord, quelle réaction vous avez par rapport à cet acte? Modisori Bari. Quand Dr Bangali est venu me voir avec son ouvrage, j'ai dit, mais tiens, j'ai ouvert, j'ai vu les éditos de Ansoumane, Amara Kaba. Qui a été votre rédacteur en chef? Qui a été mon rédacteur en chef. Je suis le plus jeune de cette génération-là. Bouba est venu un an avant moi, il m'a laissé à l'université, il est venu là rejoindre Amara. Et moi, je suis venu après les rejoindre. Donc, Oumar Diabaté, Ansoumane Bangoura, Bouba Kamara et Amara Kaba, quand je suis arrivé, le directeur qui était là, c'était Maurice Kamara. Maurice Kamara. Après, Ba Mamadou, qui était mon administrateur à l'IPK, a été nommé directeur à la RTG. Donc, à la Voix de la Révolution, je suis venu, il est venu me trouver là. Donc, je suis le plus jeune d'entre eux. Et hier, il a dit que non, ils ne nous ont rien appris. Ah oui. Mais quand tu vas dans un bureau, sur la radio nationale. Oui, mais quand tu vas quelque part, tu es obligé d'apprendre auprès des anciens, comme on dit. Quand nous sommes venus, ils nous ont reçus, ils nous ont conduits au studio école, c'était à l'étage. Il y avait là des maîtres de la diction. Il y avait Séni Silla, il y avait Odilantea. Ils nous ont appris à faire la diction, une diction correcte, à lire un texte. On a fait des mois au studio école. Ensuite, nous sommes descendus. Après l'université, on apprend à lire un texte. On apprend à lire un texte, à communiquer en fait. Et on vient au studio, il y a un autre là, maître aussi exigeant. C'était vraiment le dieu des studios, Mbaïdian, paix à son nom. Lui aussi, il nous prend, il nous malaxe bien et il nous apprend à passer un journal, à lire le journal, à lire un éditorial. C'est après ça qu'on va maintenant dans la salle de rédaction. On est répartis entre les 4 groupes qui fonctionnaient et on faisait la rédaction et on présentait le journal. Vous dites à lire un éditorial. Est-ce qu'en ce moment-là, vous étiez en train de réaliser que ce que vous étiez en train de faire, vraiment, va rester dans le temps, la prospérité, votre grandeur tiendra à ça, l'édito? Ah oui, c'est-à-dire à partir du moment où tu embrasses le métier, le premier qui nous a reçus, qui nous a fait un discours, là-bas, c'est Ansoumane Bangoura.
Moralisateur. C'est le plus ouvert. Ah oui. Il dit, vous avez fait un choix terrible parce que le métier que vous avez choisi, c'est un sacerdoce. Il dit, c'est un sacerdoce. Il dit, vous connaissez c'est quoi? On dit, non, on ne sait pas c'est quoi. Il dit, alors, vous avez vu le prêtre? Quand il choisit la prêtrise, ce n'est pas pour avoir quelque chose, c'est parce qu'il a la foi de ce qu'il fait. Il dit alors c'est un sacerdoce. Le métier de journaliste ne peut prospérer que si vous en faites un sacerdoce. Donc, nous avons reçu cette information et vous en avez fait un viatique. Nous avons fait un viatique et nous avons tenu compte de ce qu'ils nous ont dit. Doyen Soumane, oui. Alors tout à l'heure, là, en réaction au dernier passage de M. Condé, j'ai lancé cette boutade-là pour dire que quand même ceux qui faisaient ces éditoriaux, ceux qui tenaient ce média-là étaient payés pour ça, mais tout de suite là, on comprend que c'était par ça. Est-ce que c'est par conviction réellement que vous engagiez, et Bangali nous parlait de va-t-en-guerre, à prendre des positions vraiment dures pour défendre et la révolution et la Guinée? L'argent, non, je ne dirais même pas que ça ne comptait pas pour nous, mais il n'existait pas. Il nous arrivait de travailler le reste des mois sans aller toucher nos salaires. Nous oublions d'aller toucher nos salaires. Sarah est là, Morisori est là. Vous dites que vous oubliez de prendre nos salaires. Okay. Voilà. Donc, ce n'était pas une question d'argent, tu as dit, ils étaient payés pour ça. Évidemment, nous étions payés, puisque nos noms figuraient quelque part, nous avions droit à de l'argent, à un salaire, mais ce n'était pas ça. Et la conviction, oui, et là, personne ne nous dira que nous faisions nos papiers parce qu'on nous demandait de les faire. Non, chacun de nous faisait les papiers qu'il voulait faire, quand il voulait les faire, et comme il voulait les faire, et il informait simplement, il dit, ah tiens, moi j'ai un papier. D'accord, très bien. Mais on savait que les papiers étaient toujours collés à l'actualité. Voilà. Et il y avait la charte révolutionnaire. Oh, la charte révolutionnaire. Informer pour transformer. Oui, oui, oui. Et nous avons contribué d'ailleurs à bâtir cette idéologie de l'information. Parce que n'oubliez pas que c'est toute une évolution pour arriver à Morisori Bari. Lorsque nous partons de Jacques-Émile Fowler, le directeur général de la radio, il s'appelait comme ça, Jacques-Émile Fowler, le tout premier directeur général, et puis il avait pour adjointe ou secrétaire Kumbanyai, Mam Kumbanyai, la mère de Jeannot Williams. C'est pour ça qu'hier j'ai dit que c'est une figure tutélaire qui a vu passer tout le monde. Bon. Et en fait, c'est toute une génération, toute une succession de générations de pléiade en pléiade. Parce que je n'ai vu jusqu'en 84, personne n'est passé sur le banc des éditorialistes de La Voix de la Révolution qui ne fut en lui-même grand, très grand, très grand. Et je vais vous citer quelques exemples. Lorsque, en 1978, les présidents Ahmed Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny se sont retrouvés à Monrovia pour sceller la paix entre eux. Moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais à Paris. Laurent Gbagbo, il a envoyé ses conseillers... Qui étaient dans l'opposition en ce moment. Oui. Il m'a envoyé ses conseillers et qui sont venus me voir, qui ont demandé, en Soumane Bangoura, on s'est vu, disent, vous nous avez trahis. Je dis qui? Et vous, La Voix de la Révolution. Il dit, c'est vous qui étiez notre source d'inspiration dans le combat que nous menons contre le néocolonialisme français
en Côte d'Ivoire notamment et en Afrique. Il dit, mais depuis la réconciliation entre les chefs d'État, la voie de la révolution, c'est vrai, la voie de la révolution ne nous fournit plus les éléments de réflexion et les invite à l'action. Donc cela rappelle la dimension. Voilà, c'est là que nous en étions là. Si vous nous prenez à notre naissance, parce que nous sommes nés et en même temps que l'indépendance, avec notre patriarche Alpha Ibrahima Mongo Diallo, les éditoriaux de Mongo étaient disséqués un peu partout en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Il y avait 3 personnes qui nous parlaient. Il y avait Seyfoulaye Diallo, un entiché des belles lettres, Seyfoulaye Diallo. Il y avait Léon Maka et il y avait Jacques de Marchelier, un Français. Ce sont ces 3-là qui nous téléphonaient. Un Français parfois, dans... Oui. Dans le couloir de la voie de la Révolution? Oui. Alors, ce sont ces gens-là, ce sont ces 3-là qui, la plupart du temps, nous appelaient pour discuter. Oui. Non, mais il n'était pas là-bas. Seyfoulaye Diallo, c'était la 2e personnalité du pays. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un littéraire, un homme qui s'intéressait beaucoup aux lettres. Un amoureux des belles lettres. Oui. Il y avait Léon Maka et puis Jacques de Marchelier, un Français qui nous appelait parfois pour dire « Ah, telle idée, telle expression. » Bon, mais on discutait. Mais Sékou Touré, non. Docteur Bangali, pour revenir à vous, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus fasciné vraiment dans votre démarche scientifique, dans votre recherche? Est-ce que les hommes, les écrits, ou bien même l'histoire même, ou bien leur engagement pour défendre la Guinée? D'abord, 2 choses. La première des choses, c'est la teneur de leur papier, de leur écrit, et puis la portée des expressions qu'ils utilisaient. Et je me posais la question, est-ce que ces expressions étaient audibles? Est-ce que le peuple comprenait ce qui se disait? Parce que quand je vois Modisori dans son éditorial L'Afrique, où il ramasse en fait tous les foyers de tension, il défend mordicus ces pays, la Mozambique, l'Angola et puis le Frélimo, tous ces choses-là. Je me disais, bon, écoutez, d'où est-ce qu'ils trouvent ces informations? C'est là la question que je me posais. Et deuxièmement, si je porte ma casquette de journaliste professionnel, je voyais une espèce de traitement de l'information lyrique qui allait dans un sens, mais bien orienté, qui ne cherchait pas à trouver l'équilibre, qui ne cherchait pas à trouver l'impartialité, qui ne cherchait pas à trouver, si vous voulez, l'équilibre et l'impartialité. C'est un engagement. Un engagement, et c'est là que j'ai trouvé la réponse, lorsque j'ai trouvé une expression, on appelle les journalistes de la voix, les agents de l'information. Les agents de l'information. Alors je me suis dit, j'ai compris tout de suite, oui, effectivement, c'était des journalistes qui étaient là pour une cause et qui défendaient la cause de façon noble. Et c'est pourquoi je dois le dire. Et deuxième chose qui m'a fasciné, c'est lorsque j'ai commencé la recherche, et surtout cette période de la radio banane, cet environnement économique favorable, avec, après la Deuxième Guerre mondiale, la relance économique en Europe, le besoin pressant des Européens pour avoir les agrumes vers la rivière du Sud. Et tout ce mouvement et l'implication de la métropole pour la réglementation de la culture de la banane dans notre pays, et tout ça là, cette histoire m'intéressait parce que là j'étais en train de découvrir jusqu'à la construction du port de Benti, toutes ces étapes-là, jusqu'à la mise en circulation des bateaux bananiers, le Joliba, le Debreka et
tous les autres. Et donc, voyez-vous, pour moi, c'était une histoire qu'il fallait raconter pour contextualiser l'arrivée de la radio, et comme le disait tout à l'heure Doyen Condé, justement, qui était vraiment rentré dans une dynamique économique. Et donc, la radio est née en ce moment-là. Monsieur Condé, est-ce que vous avez aujourd'hui, avec le recul, que c'est la radio-là qu'il fallait pour cette période, la période du mouvement des navires colonial et puis qui passe dans les mains de la Guinée indépendante? Il fallait cette radio, ce ton, ces engagements-là de ces journalistes-là pour vraiment nous maintenir. Est-ce qu'il le fallait? Je pense que l'évolution de la radio était imposée par le contexte et l'environnement socio-politique et économique de l'époque. Et c'est pour cette raison que la radio a lutté et a aidé à lutter contre les exclusions, contre la falsification de l'histoire, contre des valeurs qui étaient des valeurs négatives de l'époque. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il faut dire que la radio a fortement contribué à la promotion des valeurs qui ont promu le nationalisme, l'attachement à la patrie et à sa culture, dans un environnement d'hostilité, et je tiens à le dire, dans un environnement d'hostilité créé par le non-gaullisme. Les doyens sont là, ils peuvent vous expliquer ça. La voie de la révolution aura une mission essentielle. On a bien dit éduquer le peuple. Aujourd'hui, les jeunes générations ont de la peine à comprendre ce mot-là. Éduquer le peuple, et sensibiliser, réhabiliter la culture nationale, soutenir la révolution anticolonialiste en Afrique. Donc, les éditorialistes que vous voyez ont permis de faire ce travail-là. Donc c'était nécessaire de le faire. Il fallait une radio comme celle-ci. D'accord, et cette radio a pleinement joué son rôle. Maurice Orbari, vous qui avez écrit sur l'Afrique, vous laissez même la Guinée, vous portez à défendre toute l'Afrique révolutionnaire en 76-77. 77. Okay. 76-77. Mon premier papier sur l'Afrique australe, c'est en 75. Donc, autant le contexte économique a impacté sur la création de la radio Banane, autant il faut tenir compte du contexte national et international pour savoir comment les missions de la Voix de la Révolution ont évolué. Il n'y a pas à dire que la Voix de la Révolution a une mission. Les missions ont évolué en fonction de l'évolution historique. Quand vous prenez le découpage historique de la Guinée, vous prenez la phase de ce qu'on a appelé la démocratie nationale, avec ces missions de réhabilitation de la culture, de formation de l'homme. Le journalisme de l'époque, c'était sa mission. Quand vous allez plus loin, au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure que la voie socialiste s'imposait dans le choix idéologique de la Guinée, au fur et à mesure, les choix des journalistes se sont adaptés à ces choix définis par le contexte. Et là, nous avons appris qu'à partir de 64, l'année à laquelle vous avez fait changer de nom la radio pour lui faire porter le nom de la Voix de la Révolution, les choses ont changé. Il y a même le président Sékou qui avait un passage dessus qui est intéressant à rappeler, dit la Voix de la Révolution en 1950, dit la radio guinéenne non seulement s'est donnée pour mission de défendre la Révolution, mais elle s'est fait aussi un point d'honneur de se baptiser la Voix de la Révolution. Cela lui crée l'obligation d'être pleinement à la hauteur de ses ambitions, d'assumer la mission qu'implique son prestigieux nom. C'est une partie du panorama politique. Chaque dimanche, on fait un panorama politique. Les rôles sont répartis. Le rédacteur en chef coordonne les différentes étapes. Il y en a qui font sur les activités nationales. Il y en a qui font sur l'Afrique, généralement je fais sur l'Afrique. Il y en a qui font sur le Moyen-Orient ou sur l'Europe d'une façon générale. Mais vous avez pris là uniquement la partie africaine. Mais c'est à dessein qu'on traite ces questions africaines, parce que ne croyez pas que les auditeurs ne comprennent pas. Les auditeurs sont baignés dans un environnement qu'ils partagent.
parce que tout le monde suit toutes les radios pour savoir ce qui se passe ici et là. N'oubliez pas que la lutte de libération de Guinée-Bissau impacte sur la République de Guinée qui est voisine. N'oubliez pas que cette lutte qui se passe ailleurs impacte sur la Guinée, parce que, une fois, je me souviens, le président Samora Machel a dit au président Sékou, c'était au sommet de Nairobi, à Doulouya, il dit c'est vous seul qui privez votre pays, votre peuple de riz et qui l'envoie à mon peuple quand vous apprenez qu'il y a la famine. Donc, ça impacte sur nous. Donc tout le monde savait qu'on faisait des sacrifices pour que l'Afrique se libère. Et il fallait le dire. C'était un choix. C'est un choix. Et justement, en parlant de ces témoignages-là, en parlant de la teneur des écrits, est-ce que ces écrits étaient accessibles? Je suis en train de comprendre, est-ce que réellement vous écriviez ou bien vous parliez, les éditoriaux-là étaient destinés à la Guinée, au peuple de Guinée? Parce que le doyen Ansoumana me dit qu'il y a des chefs d'État qui abandonnaient tout pour écouter le panorama politique de l'Afrique. La voie de la révolution, c'était des missions. C'était d'abord une vision. C'était des missions, c'était des valeurs, c'était des hommes, c'était des voix. Léopold Sédar Senghor, que toute l'Afrique cite comme grand mérien, a rendu hommage à la plume de Mamadou Barry, dit Petit Barry, en disant « Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau. » Senghor. Et qu'est-ce qu'il avait entendu? Un reportage écrit par Mamadou Barry, précédé d'un éditorial de Mamadou pour Radio Sénégal. Parce que si le temps nous en est compté. C'est parce que et Senghor est venu en visite en Guinée. Généralement, c'est Modiso Barry qui couvrait Ahmed Sékou Touré. Mais Senghor, lui, c'était toujours Guévan Niane qui le couvrait. Ils sont venus en visite et le lendemain, ils sont partis à Kindia. Mais Guévan était tellement venu en Guinée qu'il avait ses habitudes, il avait ses quartiers, il avait ses manies. Dès le soir, il tombait la veste, il était dans les quartiers de Conakry. Moralité, le lendemain matin, pour aller à Kindia, Guévan n'a pas pu se réveiller. Moralité, il n'était pas à Kindia. Alors nous, le soir, nous nous retrouvons, Petit Barry et moi, dans son bureau. Il était le directeur de la chaîne internationale, moi j'étais le rédacteur en chef. Donc nous préparions nos papiers pour le soir. Et lorsque le ministre de l'Information du Sénégal est arrivé, il nous a demandé, est-ce que Guévan est là? Non, il n'est pas arrivé. Ah bon? Est-ce qu'il était à Kindia? On dit oui. Nous répondons oui, il était à Kindia. Pour couvrir votre confrère. Pardon? Vous avez répondu oui pour couvrir votre confrère. Ah bah absolument, c'était notre confrère. Il dit, est-ce qu'il était à Kindia? On dit oui, il était à Kindia. Ah bon, mais nous, on ne l'a pas vu. Mais oui, mais monsieur le ministre, il y avait tellement de monde. Et chaque reporter a ses habitudes, a ses façons de faire. Il s'est isolé pour faire... Ah bon. Mais il doutait quand même. Il nous dit, quand vous verrez Guévan, dites-lui que si... Dites-lui ceci de la part du président Senghor. Si le 20h de Radio Sénégal n'ouvre pas sur le séjour du président Senghor à Kindia, Guévan n'a qu'à rentrer à Dakar par les moyens de son choix. Nous le retrouverons là-bas et nous le réglerons son compte. Mais c'est vrai, authentique. Bon, et ça va. Alors, nous, Petit Barry me dit, bon, écoute, Antoine, tu fais le papier pour la Révolution, moi je vais m'occuper de Radio Sénégal. Ce qu'il a fait. Il a fait en un rien de temps, il a préparé un éditorial, il a préparé le reportage, il a préparé les intros, il a tout. On est allé au studio, on a pris tous les bobinos, tout était prêt. Et entre-temps, Guévan arrive vers 18h30. On lui dit, écoute, ton ministre vient de partir. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ah non, mais, écoute. Et il dit... Nous lui avons fait le message. Il dit, ah ben ces gens-là, Senghor et son ministre, bon, moi, on dit non, Guévan, c'est autrement plus sérieux que tu ne le penses. Ils sont au sérieux et ils vont te mettre à la porte. Il dit, ah bon? Il dit, comment je... Non. Barry prend tout
tout ce qu'il fallait. Il donne à Guévan. On avait déjà commandé la ligne. Oui, oui, oui. Nous avions déjà commandé la ligne à Radio Sénégal et à Dakar, on attendait Guévan. Guévan est allé, il a fait son duplex. Il est revenu. Il nous a dit, vous savez quoi? Non, mes camarades à Dakar disent que j'ai fait le meilleur reportage qui ait jamais été diffusé sur Radio Sénégal. Il s'est sublimé. Oui, 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 oui. Et le lendemain, il vient, il nous dit, vous savez quoi? Non, Senghor dit qu'il n'a jamais entendu quelque chose d'aussi beau. Ça, c'était Petit Barry. Et il était vu comme ça partout en Afrique. Petit Barry était comme ça. La meilleure plume africaine. Je ne dis pas guinéenne, africaine. Je le dis en toute connaissance de cause. Il n'y a qu'à écouter le film. Écoutez le film Éveille la liberté. Et l'un des grands maîtres de la langue française en Guinée, c'était Ba Mamadou, Mamadou Ba. Un jour, nous suivions le film Éveille la liberté. Nous étions au Palais du Peuple. Il m'a tapé sur. Il dit, jeune homme, il dit, n'a kolon photo kugira faima, mais n'a rien maïki, ou m'birin karmona ya. Il m'a dit, ouais, quand Senghor venait en visite à Guinée, il cherchait à rencontrer Ba Mamadou. Ouais. Et il lui disait, mes respects, monsieur le licencié. Ba Mamadou lui répondait, mes respects, monsieur l'agrégé. Il avait des raps parce que Ba Mamadou avait une maîtrise extraordinaire de la langue française. Mais ce même Ba Mamadou me dit à moi, il dit, mon petit, je sais que tu aimes les belles lettres, mais celui qui parle là est notre maître à nous tous. Oui, nous sommes en train vraiment de découvrir ce qui a fait la grandeur de cette voie de la révolution et que Dr Bangali Camara a réussi à traduire ici. Vous avez l'Harmattan en Guinée qui est éditeur et qui est dans le public. Nous avons d'autres, des étudiants, voire même des anciens qui auraient aimé porter quelques témoignages. L'éditeur, quelle place aujourd'hui occupe ce témoignage dans votre défi, le défi de produire 1000 titres en une année dans le cadre de Conakry Capitale mondiale du livre? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier la RTG pour cette grande opportunité qu'elle offre pour donner une large diffusion à ce livre. Vous voyez donc, nous, dès que nous avons reçu ce titre de Dr Bangali Camara, ça nous a tout de suite interpellés parce qu'il était évocateur. Vous avez constaté, la radio Banane, c'était ce titre, c'est un pan de l'histoire de la Guinée et qui n'avait jamais été publié. Donc nous nous sommes dit que c'est quelque chose qui valait la peine, c'est utile et nous avons tout de suite constaté que la qualité de la rédaction était de qualité. Ouais. Voilà, donc nous nous sommes tous tout de suite positionnés sur ce livre pour le publier, pour le diffuser. Et voilà, donc au nom des éditions L'Harmattan, je voudrais le remercier et le féliciter pour ce travail qu'il a fait. Et nous poursuivons toujours notre mandat de Conakry Capitale mondiale du livre. C'est vrai que les écrivains on dit qu'il souhaite faire 1000 titres d'ici la fin de notre mandature. J'espère que d'autres vont lui emboîter le pas. Je vois ici beaucoup de doyens dans cette salle et j'espère qu'ils vont faire la même chose que Dr Bangali. Au niveau de l'ISIC déjà, il y a quelques-uns qui ont commencé à le suivre et toujours par la même occasion, je lancerai un appel aussi à tous les jeunes ici, les étudiants particulièrement. Ils peuvent aussi faire comme Dr Bangali, écrire leur mémoire, écrire des romans, écrire des poésies, et tout ça là vont constituer disons, à constituer les mémoires de la Guinée. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, le directeur de la télévision, oui? Bon, merci beaucoup, mais ici, ce n'est pas le directeur de la télévision, c'est l'écrivain, l'historien Fodeta Sela. Moi, j'ai bien aimé d'abord le titre de ce document, parce que quand Bangali Camara nous a dit qu'il produit sur les médias en Guinée, surtout l'audiovisuel, la radio, de Radio Banane à la voix de la révolution, je me suis dit, tiens,
Là où nous, les historiens, on n'est pas partis fouiller, lui, le mathématicien, il a plongé. Parce qu'il s'est dit que les historiens guinéens sont là. On a écrit sur tout. On écrit sur l'Afrique ancestrale, on écrit sur notre civilisation, on écrit sur la sociologie. Mais les historiens guinéens écrivent surtout sur l'histoire polémique de la politique. Et là, lui, il est parti pour quand même essayer de fouiller là où nous considérions que ce n'était qu'une radio économique. Mais il est parti de cette radio purement, essentiellement économique, parce que la vision, c'était juste renseigner les navires, à la radio, d'abord de sensibilisation, d'éveil de conscience, mais aussi la radio guerrière de la voix de la révolution, avec des combattants comme ceux qui sont devant nous aujourd'hui, les monuments Ansoumane Bangoura, Modou Bari, et les Omar Diabaté. Je vois Saran Kamara dans cette salle, la première qui était à la télévision nationale le 14 mai 1977. Je crois que Bangali est à féliciter et je souhaite que, au-delà de notre génération, parce que nous, quand nous voyons les Ansoumane Bangoura, les Modou Bari, les Mohamed Kondé, les Saran Kamara, mais on enlève nos bonnets et on enlève nos chaussures parce que c'est des monuments vivants encore. Ils ne devraient pas partir avec ce qu'ils ont. Hein. Il faut dire à Saran Kamara d'écrire déjà. Et Ansoumane Bangoura, le doyen Modou Sori, ils doivent témoigner. La Guinée a besoin de ça. Il faut écrire l'histoire de la Guinée. Merci Fodetas. Oui, un mot pour la doyenne Saran Kamara. C'est une occasion, une bonne opportunité, une grande opportunité pour moi aujourd'hui et nous qui sommes là, Modou Sori, Ansoumane et tous les anciens, d'assister à cette cérémonie parce qu'elle relate un pan de notre vie, un pan de notre histoire. Je crois que ce que tu as fait, nous allons nous y mettre tous. Parce qu'à parler de la voix de la révolution, c'est tout un programme. La voix de la révolution, c'est tout un programme. En dehors des éditoriaux, quand vous parlez d'éditoriaux, vous dites que c'est est-ce que l'Afrique écoutait? Mais on ne vivait que pour ça, parce qu'il fallait décoloniser l'Afrique. Ce que les autres ont oublié de vous dire, par exemple, c'est que les combattants du PAIGC, ils habitaient là-bas, à côté de nous, de la voie de la Révolution. Et quand il y a eu l'agression du 22 novembre, c'est eux qui ont sauvé la voie de la Révolution. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant plus de 6 ans, nous dormions là-bas, à la voie de la Révolution. Il n'y avait que 2 petits lipicots, et pour les journalistes hommes et pour les journalistes femmes. Celui qui était fatigué, technicien ou quoi, il venait se reposer là. Ça, Bangali, merci. Et nous allons nous y mettre pour raconter ce qu'on a vécu. C'est vrai qu'il y avait des voix. Il y avait des voix. Il y avait Sœur Angeline Daffé. Il y avait Omar Diabaté. La voix de la Révolution était écoutée partout. Parce qu'avant de passer, par exemple, au journal, comme Modou Sori l'a dit, il fallait, c'était la croix et la bannière. Hein. Le studio école, aujourd'hui, ce qu'on voit, tu viens seulement, voilà, le micro. Tu es au micro. Mais nous, on a fait des années là-bas. Tant que tu n'étais pas à point, tu ne pouvais pas passer. Tu étais toujours recalé. Et moi, je me souviens, avant d'arriver au journal, on te donnait des petites émissions là, Kalou Midi, je sais pas quoi, balades musicales et autres. On a tous commencé. Et pendant cette période-là, moi, je recevais du courrier du Mali, du Sénégal, de partout là. On me demandait, on me disait, il faut nous répondre, nous aimons si ça. Mais la voix de la Révolution, où on veut la visiter. C'est pour ça que je vais faire un plaidoyer ici, aujourd'hui. Allez-y. La maison mère, c'est pour Bénin. Il ne faut pas l'abandonner. Le 40e anniversaire de la télévision, ils l'ont fêté ici. J'ai dit non.
J'ai écrit même, c'est passé même sur Guinée News. J'ai dit non. Pour une question d'histoire, pour une question de mémoire, même si Boulbiné est sale, même si on ne peut rien faire à Boulbiné, allons, mettons quelque chose là-bas. La stèle là qui a été mise ici, on devait la mettre à Boulbiné là-bas. Ça, je l'ai dit. Et je fais ce plaidoyer-là auprès de vous, journalistes d'abord, qui alliez relayer ça au niveau de tous les médias pour que le gouvernement prenne Boulbiné en charge. C'est la mort dans l'âme. Quand on y voit, c'est les rats qu'on rencontre dans tous les coins et recoins. Merci. Merci la douane. Peut-être, oui, dans l'ouvrage, vous évoquiez ces patrimoines perdus, notamment vous regrettiez que des émetteurs ne puissent pas être retrouvés, les émetteurs qui ont servi pendant la radio Banane, qui était installée à Sans-Fil et que Mathurin, dans son élan de réhabilitation, de changement du quartier, de la zone Sans-Fil, a pu déplacer. Et là, c'est un autre appel pour sauvegarder les sites. Oui. C'est tout à fait parce que j'ai voulu voir cet émetteur. Quand je suis allé à Sans-Fil, j'ai rencontré les techniciens et ils m'ont dit oui, l'émetteur était là. Ils m'ont montré le KGB de l'émetteur, mais avec les réformes que Mathurin avait engagées en 2009, ils avaient déplacé, ils ont construit. Alors j'ai cherché à savoir où est parti cet émetteur. Je suis allé au musée, parce que pour moi c'est un patrimoine, donc il devrait être au musée. Et surtout que cet émetteur a servi pendant le putsch de Yara. Ça a été utilisé pendant cette période. Pendant les agressions 22 novembre, cet émetteur a été utilisé aussi pendant longtemps. Et parce que Boulbiné ne fonctionnait pas, c'est l'émetteur là qui a été utilisé. Mais je n'ai pas pu trouver de réponse, c'est pourquoi je ne me suis pas aventuré dans ce sens. Oui, mais justement, on a une chance encore avec M. Mohamed Kondé, qui est secrétaire général aujourd'hui au niveau du ministère de la Communication. Est-ce que vous n'allez pas ouvrir toute une bataille pour récupérer ces lieux patrimoine de l'histoire de la radio? C'est d'abord peut-être le bâtiment printanier, je ne sais pas. Attention, ce que je vais vous dire, vous demandez pourquoi on faisait des émissions, des éditoriaux en direction de l'Afrique. Il y avait de puissants émetteurs en Guinée et il y avait même un service d'écoute à l'information. Nous recevions des lettres d'écoute jusqu'en Australie. Des gens qui disent on a écouté telle émission de Radio Conakry, voire la Révolution. Donc c'était à dessein. Les émetteurs étaient installés là, puissants, pour s'adresser à un auditoire au-delà du territoire national. C'est pour ça que dans nos éditos, dans nos informations, on faisait des articles qui s'adressaient à ces combattants-là qui luttaient pour leur indépendance et que nous soutenions de différents moyens. Le cri de cœur de Saran Camara, M. Kondé? Oui. Nous prenons bonne note, mais je tiens à préciser que il y a un programme, il y a un projet de rénovation de Boulbiné. Les premiers travaux ont commencé. Donc, c'est pas abandonné, c'est le fondement même. Aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse du système de numérisation des émetteurs en Guinée. Ansoumane, une réaction? Oui, non, mais moi je ne réagis pas par rapport à cette gestion, à la gestion du ministère de l'Information. Et je voudrais aussi que nous ayons le courage de poser le problème des éditoriaux. Le scandale, le Bouaké, par exemple, dans quel contexte? Bon, moi je dis, oui. Bon, si on m'avait demandé, Magali, je te disais hier, oui. Si tu m'avais demandé quel est, j'aurais choisi un autre éditorial. Haja André Touré, première dame de la République. Tu sais, Morisoli, quand j'ai fait ce papier, alors, Morisoli, il dit non, cesse de provoquer l'autre. Parce que le président Sékou Touré était allergique à ce qu'on dise de sa famille et de dire que c'est André Touré qui est la première dame de la République. Il réagissait toujours violemment. Non, la première dame de la République, c'est Mafori Bangoura. Voilà. Ouais. Alors moi, je fais un papier intitulé Haja André Touré, première dame de la République. Morisoli, Bouassa dit,
dis donc, le gars, il t'a rien fait, cesse de le provoquer. Je dis, bon, il a pris le papier, il a rangé dans son tiroir. Moi, j'ai attendu juste avant d'aller au journal, je suis rentré, j'ai repris mon papier. Pour moi, c'est le... Et vous l'avez diffusé. Oh, vous l'avez diffusé. Je l'ai diffusé. Mais le papier qui a fasciné... Le papier qui a fasciné... l'a publié après dans Horea. D'accord, le papier qui a fasciné Dr Bangali et qui est retenu ici dans cet ouvrage, c'est le scandale de Bouaké, des politiciens qui parlent de sport. Oui. Pourquoi? Le contexte. Ouais, mais là, je parle de sport, mais je ne parle pas de sport dans des termes, dans sa technicité. Je ne parle pas du sport, du football dans sa technicité. Je parle du football dans son esprit. Politique. Politique. Ouais, surtout ça. C'est toujours politique et idéologique. N'est-ce pas? Pour nous, au feu de Boigny et sa Côte d'Ivoire était estampillée néocolonie et fantoche de l'Afrique. De la néocolonisation en Afrique. Donc, tout ce que Houphouët faisait était lu par nous sous cet angle de Houphouët-Boigny, fantoche du néocolonialisme. Je rappelle juste le contexte. Le AFIA est allé jouer à Bouaké. 3-0. Qui a dirigé la délégation de l'Algérie à ce moment. Le AFIA prend 3-0. Et De La Fonte écrit. Et le AFIA est allé jouer à Bouaké. Et le AFIA, ils se sont arrangés pour coller 3-0 au AFIA. Ils sont arrangés, tout était arrangé. L'arbitre, oui, mais depuis ce match, l'arbitre là a été, il a été radié. Il a été radié, et puis nos confrères de la Côte d'Ivoire, ils racontent des histoires, mais ce qui était sûr, c'est qu'on nous évitait dans les polémiques. Nos confrères ivoiriens, sénégalais, maliens, personne ne voulait polémiquer avec les éditorialistes de la Voix de la Révolution. Mais il y en a un, Ben Lafonte, qui s'est risqué à dire que, bon, voilà, la Voix de la Révolution. Ah, bon, alors, nous étions d'abord convaincus de ce que nous faisions et de ce que nous disions. Nous n'étions mus que par la seule volonté de servir la Guinée, la révolution et son grand destin, comme disait Petit Barry. La révolution et son grand destin. Qu'il ne faut pas écorcher. Ah, il ne faut pas toucher. Et là, c'était vraiment prémonitoire. Mais nous, on était sûrs qu'on allait gagner. Je me permets vraiment de vous lire le passage final qui montre qu'il y avait vraiment de la prémonition. Je ne sais pas, vous teniez ça de quoi, cette conviction-là, mais voilà, on dit, votre article n'a aucune portée préjudiciable au rayonnement du football guinéen. Vous désespérez sans doute du football ivoirien qui piétine. Vous ne sortirez pas du gouffre en organisant des mascarades de matchs du genre de Bouaké. Ces victoires obtenues à coups de matraque et d'argent freinent le progrès d'une équipe. Vous vous en rendrez compte après à vos dépens. Le premier rendez-vous de la désillusion sera le 7 novembre 1976 au stade du 28 septembre à Conakry. Vous verrez, prêt pour la révolution. Oui. Effectivement, ils ont vu parce qu'on leur a fait 5-0. Plus le match se rapprochait, plus la date se rapprochait, plus nous étions précis. Et 2 jours avant, nous avons dit c'est 5 à sec. Voilà. C'était Réaction du public, il y en a des étudiants qui ont réussi à lire cet ouvrage-là. Qu'est-ce que vous retenez de cet ouvrage de Dr Bangali Camara? Alpha Camara, étudiant en licence droit communication d'entreprise à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, et j'ai qu'un abrégé de Contia. Alors cet ouvrage, après l'avoir parcouru, je me suis rendu compte que c'est vraiment un ouvrage de qualité, vraiment c'est un ouvrage de perfection. Et comme vous le savez bien entendu, il y a une expression japonaise qui dit que la perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. J'avais vu, retracer un fait historique, ce n'est pas un acte ordinaire, c'est extraordinaire, mais la façon de le faire. Voilà ce qui caractérise vraiment cet ouvrage. Et la caractéristique, c'est que vraiment, cet ouvrage est caractérisé de la douceur des mots,
et surtout également le caractère véridique des propos tenus ou retracés, mais le fait encore que cet ouvrage permet d'inciter la future génération dans la découverte de la vraie histoire de la Guinée. Il faut le signaler. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction d'étudiants? Oui. Ou de questions? Non. Bonjour, je suis Alassane Kamara, étudiant en licence 3 à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC de Kuntia. Grâce à cet ouvrage, j'ai compris pourquoi le nom La Radio Banane. Grâce à cet ouvrage, j'ai compris pourquoi on a appelé la radio guinéenne la voix de la révolution. Grâce à cet ouvrage, j'ai compris les grandes émissions de l'époque qui subjuguaient le public. Et là, j'ai compris que faire le journalisme seulement ne fait pas un bon journaliste. Et la preuve se trouve dans les journalistes cités dans l'ouvrage. Grâce à cet ouvrage, j'ai connu la plus grande émission écoutée à l'époque, Panorama politique de la semaine, 1959, et qui était animée par Ibrahima Mongo Bari, Ibrahima Mongo Diallo, pardon, qui a été l'ancien ministre de l'Information et de la Communication, dont on a fait les obsèques en septembre 2014. Oui. Grâce à cet ouvrage, j'ai connu les grandes plumes des grands éditorialistes, dont 2 sont parmi nous aujourd'hui. Donc je m'en vais les remercier et je remercie Dieu de m'avoir permis de les avoir vus aujourd'hui, ces 2, de mes propres yeux. Et grâce à cet ouvrage, ce qui me paraît très important d'ailleurs, je me suis engagé à rechercher et à bien comprendre l'histoire de mon pays. Et d'ailleurs, j'ai acheté l'ouvrage aujourd'hui pour inviter mes amis à pouvoir faire comme moi. Je pense que beaucoup feront comme lui. Une dernière réaction, on aurait aimé que ça soit une réaction féminine. Oui. Je voudrais dire à ces messieurs que de mon temps, quand moi j'étais jeune, je les admirais. Et je suis arrivée en Guinée, persuadée d'arriver dans un pays où les gens avaient des idées révolutionnaires, parce que vous m'avez fait croire ça. Je vous ai cru. Et aujourd'hui, je suis dans ce pays et je vois tous les combats que vous avez menés s'écrouler les uns derrière les autres. Vous avez mené une révolution contre l'impérialisme, contre la dépendance, contre la colonisation, contre l'invasion économique. Et aujourd'hui, nous sommes où? Que reste-t-il de votre combat? Où sommes-nous indépendants? Où est-ce que la France qui était dehors aujourd'hui est maintenant? Aujourd'hui, elle est derrière toutes les décisions. Excusez-moi, je suis métisse. Oui. D'accord? Mon père est guinéen de chez vous, mais ma mère est de France. Donc, tout ce que vous avez combattu est aujourd'hui maître dans votre maison. Merci, madame. Expliquez-moi ça. Merci, madame. Merci, madame. C'est une opinion. Ça soulève peut-être les anciens le diront, une opinion s'il vous plaît, révolutionnaire qui est partagée par le public. S'il vous plaît, madame. Je vous remercie d'avoir parlé comme vous avez parlé, d'avoir dit ce que vous avez dit. Et effectivement, oui. Nous étions engagés dans un combat, nous avons mené le combat. Et je crois que nous l'avons mené victorieusement. Le monde fonctionne tel qu'il est, comme il va. Mais il y a des constantes. N'est-ce pas? La presse, le journalisme, n'est-ce pas? Les directions de presse, ça ne change pas. Les éditoriaux sont une nécessité dans tout média. Si les choses n'ont pas été comme elles sont, c'est parce qu'on a renversé l'opinion guinéenne. L'opinion guinéenne a été renversée. L'opinion guinéenne a été convaincue, où on a cherché à convaincre l'opinion guinéenne du contraire de ce que nous faisions et comme nous le faisions. Je dis simplement ceci. Pour finir. Pour finir alors, je dis simplement ceci. Nous sommes aujourd'hui en régime de démocratie. Un type précis de démocratie. Hier, nous étions aussi en régime de démocratie. La révolution démocratique africaine. Un type précis de
démocratie. Le régime que nous vivons aujourd'hui devrait davantage encore profiter de ce que nous appelons les éditoriaux. Pourquoi? Parce que en régime de démocratie, normalement, il n'y a pas de ministère de l'information. En régime de démocratie, il n'y a pas de ministère de l'information. Mais si le législateur a laissé persister cette incongruité en disant nous allons changer de régime, mais nous maintenons le ministère de l'information, grand Dieu, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi le ministère de l'Information ne profite-t-il pas de son rôle d'orientation nationale qui lui est dévolu par le législateur, son rôle de présentation, d'illustration et de défense de son régime à travers des papiers francs. Ce qui ne signifie pas que l'on doit fermer la maison à ceux qui ne pensent pas comme Alpha Condé. Non. Mais bon, ça c'est un débat que nous allons... Mais madame, la réponse à votre question, c'est que nous avons changé, on nous a demandé de changer d'opinion. Voilà. Modisori, Barry, tant d'efforts, est-ce que vous avez le sentiment, comme vient de nous dire cette dame, vous avez aujourd'hui le sentiment que ce fut des coups d'épée dans l'eau? Des coups d'épée dans l'eau, je dis non. Moi, je pense que si elle-même, elle est venue, elle l'a dit, c'est parce qu'elle a écouté des éditoriaux qui lui ont montré l'avantage de ce qui se passe en Guinée. Mais au-delà de la Guinée, pourquoi je dis que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Les régimes contre lesquels nous nous battions, si vous prenez l'éditorial qu'il a cité du panorama politique de la semaine sur les mouvements de libération en Afrique australe, aujourd'hui, les combattants de la liberté, comme on les appelait, oui, ont vaincu. Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir partout. Donc, même si certains ne veulent pas reconnaître le rôle de la Guinée dans la libération et l'émancipation de l'Afrique, moi je vous le dis, elle est capitale. Il y a quelques années, moi je suis parti en mission en Algérie. J'ai rencontré un frère au président Bouteflika, il était chef de cabinet. On a dîné ensemble. Il dit, avant de quitter mon frère tout à l'heure, je lui ai dit que j'avais un dîner avec des Guinéens. Il m'a dit, demande-leur si l'hôtel Kamaen est toujours là-bas. Parle-leur des quartiers d'Ixine. Il dit, mon frère, ce que nous devons à la Guinée là, c'est beaucoup, hein. Moi, je faisais des mois à Conakry, j'attendais le bateau. Quand les armes arrivent, je les prends au camp Alpha Yaya, je prends la piste du Mali, la piste du Sahara, j'amène les armes pour le FLN. C'est la même chose à Bissau. Oui. C'est la même chose au Mozambique. En Angola. À Cuba, j'ai rencontré un journaliste qui a couvert la guerre de l'Angola. Il m'a demandé 2 noms, 2 militaires guinéens. Il dit, tu les connais? J'ai dit, oui, je les connais. Il dit, mais ils sont forts, hein? On est tombé dans une embuscade, c'est eux qui ont pu sortir les militaires angolais, cubains et guinéens de la trappe. Donc, on ne regrette pas ça. Et je pense que la Guinée ne regrette pas ça. Ça fait partie, un jour ou l'autre, l'histoire reconnaîtra cela. Donc, et c'est ce qui a commencé avec cet ouvrage. Oui, allez-y. Je peux que l'approche de l'analyse de l'histoire de la Guinée ou de la voie de la révolution soit caricaturale. Pourquoi? Parce que la voie de la révolution ne s'arrête pas aux éditoriaux. La voie de la révolution a fait 2 choses irremplaçables en Afrique. 1, la réhabilitation de la culture africaine. Oui. On a beau dire, la voie de la révolution a fait la promotion de la culture guinéenne et de la culture africaine. La preuve, on avait les meilleurs ballets au monde de la Guinée, d'Afrique. On avait les meilleurs troupes, les meilleurs orchestres.
c'était en grande partie la voix de la révolution a joué un très grand rôle. Le second rôle, c'est le sport. Oui. On avait les meilleurs reporters sportifs d'Afrique qui avaient été fabriqués justement par la voix de la révolution. Qu'on me dise, pour la voix avec des propos, une analyse caricaturale qui ramènerait simplement à l'analyse uniquement politique, en disant que la voie de la révolution, que les éditoriaux étaient des éditoriaux politiques et la voie de la révolution, pour moi, c'est une approche caricaturale et qu'il faut en sortir. Et là, parlant de sport, peut-être pour faire la même chose que le doyen tout à l'heure, accepter que je partage cette expérience, j'ai rencontré un journaliste, je pense, sénégalais, c'était à Bujumbura, et c'est lui le premier qui a commencé, moi, à me rappeler les grands noms du journalisme guinéen, surtout du journalisme sportif. Effectivement, il m'a cité quelque chose, il dit à 16h le dimanche, tout le pays était à l'écoute de la voix de la révolution. Et il m'a rappelé une séquence, la rencontre Guinée-Mali. Et là, un jour avant le match, il y a un journaliste guinéen qui a pris le micro et qui a mis en garde l'Afrique, la Guinée d'abord et l'Afrique, pour leur dire que le jour de ce match-là, il ne sera pas question de parler de Domingo, qui était le porteur de numéro 10 malien. Il parlera plutôt d'un digne fils de l'Afrique qui s'appelle Salif Keita. C'est tout dire de la ligne révolutionnaire que ces journalistes-là avaient. Oui, pour finir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir atteint le but que vous êtes fixé? Non, je ne pense pas, parce que ça me donne encore l'envie d'aller de l'avant, parce que à les entendre parler, c'est pourquoi j'ai voulu que le plateau soit comme ça, pour que je me rassure que je suis sur la meilleure trajectoire. Alors, je me suis dit tout à l'heure, j'ai pensé à un titre, peut-être que je vais m'aventurer dans ça, si je trouve les témoignages, c'est les voix de la voix de la révolution. Donc peut-être ça va être le prochain livre que je vais essayer de faire le portrait de ces gens-là. Parce qu'il faut reconnaître que c'était des talents qui se sont sacrifiés pour la Guinée. Il faut les immortaliser, il faut leur reconnaître tout ça. Donc ça me donne l'envie de poursuivre. J'ai beaucoup d'autres écrits en chantier, parce que ce n'est pas le seul. Et quelqu'un me posait la question, mais vous êtes venu jusqu'à la Révolution, pourquoi ne pas continuer? Il dit oui, le prochain livre, ça sera la radio-télévision guinéenne face au défi du changement. Et puis il y a un autre livre qu'on est en train de finir avec Mohamed, il est dans la salle. Et je pense que petit frère, on va terminer ça. C'est le régime juridique de la presse en Guinée. Donc, tout ça là, c'est pour permettre aux journalistes, à la nouvelle génération de découvrir nos réalités historiques. C'est extrêmement important parce qu'on a souvent tendance à résumer la Guinée à 2 ou 3 mots. Le régime de dictateur, sanguinaire, je ne sais pas quoi. C'est pas ça la Guinée. La Guinée est autre chose. Et donc je pense qu'il faut déblayer, il faut aller dépoussiérer les archives pour écrire certaines réalités de la Guinée pour la génération. Je peux juste ajouter un petit mot. Ouais. Nous avons suffisamment parlé de la radio. Le journalisme de cette période, on est obligé d'avoir des clins d'œil pour les autres médias. Ouais. Peut-être parce que j'ai dirigé Horea, j'en parle, la presse écrite. La presse écrite aussi a joué un rôle. L'agence de presse. Ah oui. Avec les retrats. Donc, il y a tout un pan de cette histoire qu'il faut essayer de faire connaître, parce que il y a des voix et des plumes qui se sont investis pour porter haut la Guinée et au-delà des frontières nationales, qu'il est bon de connaître. Mais j'insiste là-dessus, comme Ansoumane l'a dit, tout le temps que moi j'ai été rédacteur en chef à la Voix de la Révolution et directeur de Horea, je n'ai jamais reçu une instruction d'une autorité pour me dire « fais-moi un éditorial sur ça ». J'ai fait mes éditoriaux en fonction des événements qui m'inspirent. Et j'en ai assumé l'entière responsabilité. Nous félicitons
le docteur Bangali Camara, nous le félicitons beaucoup, mais son livre, c'est un peu le primum movens, le premier, j'ai comment dirais-je là, c'est le premier geste et qui sera suivi par beaucoup d'autres. Je sais que chacun de nous est en train d'écrire. Je sais que Maurice Aurier est en train d'écrire. Je sais que moi-même, je suis bon, nous faisons très attention et je pense peut-être aussi parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que Mohamed Condé. Nous n'avons pas les mêmes moyens, c'est pour ça que Mohamed Condé, on a parlé de l'agence guinéenne nous soutenir, de presse. Mais nous avons des choses à dire, à révéler aussi. Ici, vous voulez... Oui, on a parlé de l'agent, on a parlé de Orea, oui, au niveau de la GP aussi. Oui. Il y a tout un passé à découvrir. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Donc le chantier est grand. Le chantier est grand, on va s'aventurer. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci d'abord à nos doyens qui ont accepté vraiment de venir. Merci à monsieur le secrétaire général qui a préfacé cet ouvrage. Merci à docteur Bangali pour sa curiosité, son courage d'écrire sur notre passé à nous tous sur la radio. Merci à tous ceux qui ont accepté d'honorer de leur présence cette cérémonie. Merci à nos professeurs, ils sont nombreux dans ce public, à nos responsables hiérarchiques. Merci aux jeunes qui ont vraiment de la passion pour découvrir l'histoire de ce pays. Merci à vous, public, qui suivez cette émission. C'était un plateau spécial des programmes de la télévision nationale. Merci à vous tous. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.